Nous allons aborder un serpent de mer de notre vie politique contemporaine qui consiste à savoir ce qu'est un mouvement extrémiste dans la vie politique française actuelle. Cela défraie souvent la chronique des émissions politiques. Derrière cette question de l'extrémisme, c'est aussi la question de la République qui est en jeu, savoir si finalement l'extrémisme n'est pas presque par définition anti-républicain. Cette réflexion avait déjà été annoncée dans une vidéo précédente à l'occasion de l'intervention d'Hervé Gattegno dans l'émission C'est dans l'air, la voici. Il faut savoir que l'extrême droite a régulièrement été l'objet de débats pour savoir s'il était extrême ou non, en partie à l'initiative de Marine Le Pen, qui avait envisagé de porter plainte contre les intervenants qui auraient qualifié son parti d'extrême droite. Jérôme Jaffray propose sa définition, alors je vous laisse la découvrir si vous le souhaitez en mode pause, ainsi que l'ensemble de l'échange. Il se trouve que j'avais pris cela en note pour répondre à un appel à contribution. Ce projet n'a pas abouti, car déjà je manquais de temps, et aussi parce que la notion d'extrême droite n'est pas à proprement parler une adresse politique. Quand on parle d'être ou ne pas être un parti extrémiste, centriste ou je ne sais quoi, c'est la question de son identité politique qui se pose, et pour définir cette identité, différentes stratégies peuvent être mobilisées, et nous voyons maintenant les plus classiques d'entre elles. Souvent on fait appel à la généalogie partisane. Alors problème, n'importe quel historien a en tête l'exemple presque tarte à la crème du parti radical qui est passé de l'extrême gauche avec Léon Gambetta en 1870 au centre gauche avec déjà Édouard Daladier, Édouard Herriot, avec Christiane Taubira pour la vie politique récente. Bien évidemment, je ne nomme pas toutes les personnalités de ce parti qui a marqué l'histoire politique française pendant plus d'un siècle. Si l'on fait appel à la généalogie partisane, il faut avoir conscience du fait que des partis autrefois extrémistes peuvent être devenus centristes, et inversement, il faut peut-être envisager que des partis centristes deviennent extrémistes. J'ajouterais surtout qu'envisager cette généalogie partisane, un petit peu comme pour une généalogie familiale, dans n'importe quelle famille, il est possible de trouver un aïeul taré et un rejeton dégénéré. Bon, dans le cas d'un parti, qui est qui? Est-ce que cela est envisageable? Peu importe, à chacun de se figurer ce qu'il peut en être de tous côtés, de tous bords. Forcément, il peut y avoir des ancêtres prestigieux, ou alors de grands modernisateurs, et inversement. Concernant plus précisément l'extrême droite, pendant longtemps, elle a surnommé la République, et souvent à travers des caricatures de Marianne, elle a dépeint la République sous les traits de la gueuse, ce qui apparaît ici. Donc, question très simple, depuis les années 1860-70, quelles extrêmes droites, elles n'apparaissent pas toutes ici, se sont ouvertement réclamées de la République, ou inversement, ont dénoncé la République. Il va de soi qu'autant des légitimistes qui regrettaient la famille des Bourbons, le roi de France, là, l'antirépublicanisme était consubstantiel à l'extrême droite. C'est à partir des ligues, en fait, de l'après-première guerre mondiale, qu'une première séparation véritablement s'observe, notamment les croix de feu. Alors les croix de feu ne se sont pas appropriés le symbole républicain du drapeau bleu-blanc-rouge, cependant, son dirigeant de l'époque, malgré des hésitations, une participation aux émeutes du 6 février 34, globalement, cette ligue, qui était la ligue majoritaire, est restée dans le champ républicain, alors que dans le même temps, d'autres ligues se réclamaient ouvertement de l'Italie fasciste. La question de Vichy est centrale parce que, déjà, elle revient régulièrement dans le débat public avec la personnalité du maréchal Pétain, dont nous voyons ici les couleurs, le drapeau bleu-blanc-rouge, tout en ajoutant à ce drapeau, premièrement, un symbole du pouvoir personnel, et cette étoile de maréchal, et deuxièmement, la francisque, que l'on peut observer en dessous de la frise. À partir de Vichy, la majorité des extrêmes droites, alors le mouvement Occident, là encore, dépeignait la République sous les pires atours, mais déjà, l'Algérie française de l'OAS se réclamait ouvertement de la République à travers le drapeau tricolore, puis les extrêmes droites qui se sont suivies durant la Ve République. Donc là, c'est pour ce qu'il en est de l'auto-positionnement des partis d'extrême droite par rapport à la République. Je reviens rapidement sur cet héritage d'un passé qui ne passe pas. La formule est d'Henri Rousseau et d'Éric Conan, l'héritage du maréchal Pétain, du pétainisme, mais surtout en fait de l'État français. Il ne faut pas perdre de vue une chose, c'est que ce n'était pas seulement un homme, le dirigeant, mais une administration, un ensemble de politiques publiques,
l'ouvrage de Jean-François Gravier, Paris et le désert français, qui a fortement influencé les politiques d'aménagement du territoire ultérieures, s'inscrivait tout à fait dans la mentalité de la Révolution nationale. Des politiques ont été engagées qui relevaient simplement de l'ère du temps, typiquement la fête des mères, qui a été adoptée dans de nombreux pays à la même époque. Est-ce que c'est du pétainisme? C'est sans doute abusif de le voir ainsi, malgré les questions familiales. Peu importe. Toujours est-il que l'État, à l'époque, a accompli certaines œuvres ou impulsé certaines politiques qui se sont retrouvées sous les régimes ultérieurs. Le cas du gaullisme est particulièrement ambigu, car chacun sait que le général de Gaulle a été le chef de la résistance, mais ça ne l'a pas empêché, en contexte anticommuniste et en période de combat pour l'Algérie française, encore, parce que de 58 à 62, c'était son actualité, il a sans scrupule recyclé des hauts fonctionnaires comme Maurice Papon à la tête de l'administration, et même des affairistes comme Georges Albertini ont déployé leur réseau jusque dans le service d'action civique qui était au service de la protection personnelle du général de Gaulle. Et comme cela est rappelé très régulièrement, le Front National avait des liens avec l'ancien État français à travers par exemple la figure de Pierre Bousquet. Mais là encore, si on évoque un Pierre Bousquet, c'est difficile de ne pas penser à René Bousquet, qui a été membre du gouvernement durant la période vichiste et qui était proche par la suite de François Mitterrand. Autant dire que l'héritage de l'État français est un héritage éminemment composite. Il est difficile d'en considérer telle ou telle partie comme l'héritier exclusif. Cela tout simplement parce que ce n'était pas que l'œuvre d'un homme, mais bien l'œuvre d'un État. J'en reviens cette fois-ci à une autre méthode qui n'est pas généalogique et en apparence un peu plus classique. Pour classer les partis politiques de gauche à droite, eh bien il est possible de décliner toutes sortes d'enjeux. Alors ça, c'est une expérimentation que j'avais faite il y a longtemps et que je n'ai pas retouchée depuis. J'ai considéré que l'intérêt en était limité parce que déjà les intitulés de départ peuvent être discutés et restent discutables, et les affiliations, compte tenu de la diversité des électorats à l'intérieur d'une même mouvance politique, là encore, ces affiliations peuvent aussi être discutables. Ce qu'il est intéressant de voir, à mes yeux, l'un des exemples caractéristiques, c'est qu'en France, le centre, à l'époque, l'UDF, pouvait, sur les questions économiques, être le parti le plus libéral, et donc en quelque sorte le plus à l'extrême droite. De même, sur la question du traditionnalisme religieux, on trouve beaucoup de tenants d'un catholicisme traditionnalisme dans l'UDF, même si on en trouve dans d'autres partis. Je passe là-dessus. Si l'on procède par une telle méthode, avec cet exemple centriste de l'UDF de l'époque, on peut voir que selon les questions abordées, les partis qui traditionnellement sont à gauche peuvent basculer à droite et inversement dans un tel classement. Bien évidemment, ce qui définit dès lors le parti d'extrême droite, du centre, d'extrême gauche, c'est le fait d'être le plus souvent classé dans la colonne qui lui correspond, c'est-à-dire que face à la majorité ou la quasi-totalité des enjeux, on retrouve le même parti au même endroit. Il est tout à fait possible d'envisager un tel classement aujourd'hui pour les partis actuels, mais en considérant que plus on affine la grille des enjeux, des thématiques, plus les choix peuvent sembler arbitraires. Après avoir considéré ces méthodes assez traditionnelles classiques d'affiliation politique, je vais en envisager d'autres, sous un angle un petit peu particulier. Déjà, la question de la modélisation de l'espace politique. Cela peut paraître assez artificiel, mais en fait, cela joue un rôle déterminant. Classiquement, on représente l'espace politique de la sorte, que l'on nomme d'ailleurs échiquier, un petit peu étrange, mais passons. Donc sans surprise, dans l'Assemblée nationale actuelle, les députés RN sont placés à l'extrême droite. Ce ne sont pas eux qui se placent librement, mais finalement c'est peut-être préférable pour une cohabitation parlementaire qui déjà est très souvent conflictuelle, comme l'actualité a pu nous montrer à de nombreuses reprises. Mais dans une telle modélisation politique, une question se pose, est-ce que les mouvements centristes peuvent connaître des variantes extrémistes? En apparence, non, dans un tel espace fini. Est-ce que cet espace fini, qui est celui de l'hémicycle parlementaire, une nécessité pratique, correspond aux réalités des cultures politiques? Nous avons une piste à envisager, c'est celle des reports de voix qui ont déjà été abordés dans la vidéo précédente. Pascal Perrineau, au cours des années 1990, avait proposé un concept, celui de gaucho-lepéniste. À l'époque, il s'agissait de désigner ces électeurs qui votaient pour Jean-Marie Le Pen au premier tour et votaient Parti socialiste au deuxième tour des présidentielles. Vu les configurations politiques actuelles, ce gaucho-lepénisme a nécessairement évolué. Je traite de ces questions ailleurs
D'ailleurs, je ne m'étends pas là-dessus maintenant. Mais dès lors que des reports existent de l'extrême droite à la gauche, etc., finalement, dans les pratiques des Français, cette représentation fermée n'est peut-être pas totalement exacte. Cela donne donc un paysage politique qui, cette fois-ci, dans une logique plus sociale, ressemblerait à ça, avec au centre ceux qui, dans chaque mouvance, sont les plus proches du pouvoir, même parfois membres du gouvernement, les élites voisines, qu'elles soient intellectuelles, économiques, les militants, et enfin les bases populaires, où l'on trouve les organisations type skinhead, antifa, souvent dénoncées comme extrémistes. Mais alors, dans ce cas de figure, est-ce qu'il existe un extrême centre? Je ne sais pas si vous avez vu l'équivalent de skinhead centriste. Pour ma part, je cherche encore. Il faut donc ajouter à ce clivage sociologique qui peut déterminer les extrêmes, un clivage idéologique. De manière assez caractéristique dans l'histoire électorale récente, ça a été l'opposition entre Éric Zemmour et Marine Le Pen. On considérait que d'un point de vue idéologique, Marine Le Pen se recentrait tout en conservant des bases sociologiques beaucoup plus populaires, alors qu'Éric Zemmour, lui, touchait plus volontiers les élites, avec cependant des idées beaucoup plus radicales. Dès lors que l'on envisage un dédoublement idéologique aux relations entre centre et extrême, alors peut-être que un extrémisme centriste est envisageable. Je pense ici à des conférences qui sont disponibles en ligne au Collège de France. Un chercheur renommé, Pierre Rosanvallon, fait l'étude de l'individualisme de singularité. Cependant, n'importe quel observateur constate à première audition que c'est à la fois une analyse porteuse d'énormément de concepts, très enrichissante, mais aussi une apologie en règle. Cet individualisme de singularité n'est jamais soumis à l'examen critique, toujours présenté comme progressisme, émancipation, etc. Ainsi, un propos intellectuel, conceptuel, documenté, peut, par une approche apologétique, tourner à une forme d'extrémisme centriste. Peut-être est-ce une piste à creuser. Je me suis également interrogé ailleurs sur certains travaux d'Hervé Lebras qui pourraient relever d'une mouvance comparable. La modélisation peut encore être complexifiée. Je pense que c'est un gouffre sans fin de proposer des schémas dans ce sens-là. Pour ma part, mon imagination n'est pas allée au-delà, mais d'autres pistes peuvent encore être explorées. Après cet exposé, cette réflexion, les reports permettent de distinguer les mouvements extrémistes en actes. Si l'on en revient à cette classification un petit peu oubliée du début des années 2000 entre partis extrémistes, en fait entre gauche extrême, extrême gauche d'un côté, droite extrême, extrême droite de l'autre côté, l'argumentaire des politologues de cette époque, c'était que quand les électorats n'avaient plus leur candidat au second tour, ils avaient deux alternatives, soit se tourner vers des options protestataires, type vote blanc, nul, abstention, soit voter pour le parti de gouvernement, qui était le plus proche de la mouvance politique évincée au tour précédent. Dans ce raisonnement, une gauche extrême était une gauche qui reportait assez bien ses voix vers le candidat de gauche maintenu au second tour et membre d'un parti de gouvernement. A l'inverse, dans ce contexte du début des années 2000, le constat était que les électeurs du Front National se tournaient plus massivement vers l'abstention ou d'autres options protestataires. En 2024, qu'en est-il? Le problème, c'est qu'en 2024, l'extrême droite s'est très souvent maintenue au second tour. Il ne reste que 1% des inscrits qui se situent dans des bureaux de vote où les reports sont dominés par l'extrême droite. Extrême droite donc majoritaire, chiffré ici à 376 000 personnes. C'est un échantillon assez peu représentatif peut-être de tous les territoires français. C'est la principale critique que l'on peut formuler concernant ce schéma. En revanche, le message de ce schéma est assez net. Nous sommes encore dans les années 2020 sur un modèle assez proche de ce que ça pouvait être dans les années 2000, à savoir que les électeurs d'extrême droite se tournent pour moitié d'entre eux, ou presque, vers les non-exprimés. Ensuite, par proximité, vers les centrées droites, plutôt droite a priori, à confirmer. Et malgré tout, encore un petit peu à gauche, il subsisterait un petit peu de gaucho-lupénisme. Même les autres mouvances politiques évincées qui apparaissent à hauteur de 65 000 personnes ne couvrent pas toutes ces voix de gauche obtenues au second tour. En résumé, dès lors que l'on prend en compte le contexte politique de la décennie écoulée, il faut craindre que le sectarisme croisse à gauche et que, de plus en plus, à force d'être écartée des seconds tours, elle devienne une extrême gauche, alors qu'inversement, ce contexte est favorable à une ouverture croissante à droite. Le processus est sans doute inachevé de part et d'autre, mais la perpétuation d'une telle configuration politique risque très fortement de mener ces mouvances-là au terme de leur évolution actuelle.